sommes sur la A4, direction Saverne-Falzbourg. De l'air de Gautessin.
sortie et continuer sur N4 en direction de Strasbourg, Saverne.
la sortie D38K, puis à droite, prendre D38K. Là, nous sommes sur un National 4. On a pris un National 4 à hauteur de Falzey. Il y a le camp Laori, un camp d'hélicoptères de combat.
écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 15h21. France Info. Dans 600 mètres, prendre la sortie D45 en direction de Niederwiller, Bulle-Lorraine. Le Finafo de 15h20. Les dossiers de surendettement ont bondi de 14% au premier semestre 2024 par rapport à la même période de 2023, avec plus de 69 000 dossiers déposés. Les femmes Prendre la sortie D45, puis prendre D45 légèrement à gauche. représentent la majorité des personnes en situation de surendettement selon les données de Prendre D45 légèrement à gauche, puis prendre à gauche sur D45. la Banque de France. Les tractations se poursuivent pour tenter de former un nouveau gouvernement 4 jours après les législatives. Tractations à gauche. L'insoumise Mathilde Panot assure que le nouveau Front populaire va finaliser d'ici la fin de la semaine son projet d'équipe gouvernementale. La ministre de l'Éducation nationale ouvre une enquête administrative après des accusations de discrimination à l'encontre d'élèves d'un lycée juif de Paris. Ces élèves prétendent avoir obtenu des notes anormalement basses lors de leurs oraux du bac qu'ils ont passé dans un lycée public du 18e arrondissement. Pas de gros dégâts sur la cathédrale de Rouen après l'incendie qui s'est déclaré sur un échafaudage au niveau de la flèche à 120 mètres de haut. Le feu a surtout touché des plastiques du chantier selon les pompiers. L'incendie est désormais maîtrisé mais pas forcément éteint. La Russie inscrit l'opposante en exil Yulia Navalnaya sur la liste des terroristes et extrémistes. Moscou avait déjà émis un mandat d'arrêt à l'encontre de la veuve d'Alexei Navalny en exil en Allemagne. Elle avait juré de reprendre le flambeau de son mari après sa mort en prison en février dernier. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 12h12. Radio France Internationale, 10h en temps universel midi à Paris. Florent Guignard. Bonjour, à la une de ce journal, le soutien renouvelé de l'OTAN à l'Ukraine, dénoncé ce matin par la Russie alors que s'achève aujourd'hui le sommet de l'Alliance Atlantique. La Russie, où un opposant déjà en prison, Oleg Orlov, compare le système judiciaire russe à l'Allemagne nazie. Emmanuel Macron fait l'unanimité contre lui, ou presque, après sa lettre aux Français, sa première expression publique depuis le second tour des législatives dimanche. Et puis l'affiche de la finale de l'Euro de foot, l'Espagne affrontera l'Angleterre dans 10 minutes après ce journal. Dans 400 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D44 en direction de Abrèche-Villers, parc de Lorraine. Vous trouverez 8 milliards de voisins. Le sommet de l'OTAN s'achève aujourd'hui à Washington, aux États-Unis. Un sommet en soutien à l'Ukraine avec la fourniture d'avions F-16, de batteries de défense aérienne. Au total, les pays de l'Alliance Atlantique s'engagent à fournir 40 milliards de dollars Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D44. d'aide militaire à l'Ukraine, ce qui vient de faire réagir à la Russie. Déclaration du porte-parole. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur route de S, D44 en direction de A4, Strasbourg. Parole du Kremlin. L'OTAN, dit-il, est pleinement impliqué dans la guerre en Ukraine. Moscou prendra des mesures contre la menace sérieuse que représente l'OTAN. Alors à ce 75e sommet de l'Alliance Atlantique, il a aussi été beaucoup question en coulisses d'une possible victoire de Donald Trump à la présidentielle des États-Unis en novembre et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'Alliance. Écoutez ce qu'en dit le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La principale critique de l'ancien président Trump, mais aussi d'autres présidents américains, n'est pas principalement contre l'OTAN. Elle est contre les alliés de l'OTAN qui n'investissent pas assez dans l'OTAN. Et cela a changé. Leur message clair a eu un impact. Parce que maintenant, les alliés s'engagent vraiment plus fortement. Et il y a quelques années à peine, moins de 10 alliés dépensaient plus de 2% de leur PIB pour la défense. Quand nous avons pris cet engagement en 2014, il y en avait seulement 3. Et maintenant, ils sont 23. Et ceux des alliés qui ne sont pas encore à 2% ont mis en place des plans pour y arriver. Donc c'est un monde complètement différent. Le message des États-Unis a été compris, les alliés ont agi. Donc
C'est bien dans l'intérêt américain d'avoir une OTAN forte. Il y a un fort soutien bipartisan pour l'OTAN aux États-Unis et les alliés européens ont répondu aux critiques des États-Unis. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, sur le départ, au micro de Guillaume Nodin à Washington. Pour conclure ce sommet de l'Alliance Atlantique, Joe Biden donnera une conférence de presse qui sera particulièrement suivie, scrutée après le débat désastreux du président sortant face à Donald Trump le mois dernier. Et aux États-Unis, l'acteur George Clooney lui a demandé de se retirer. Parmi tous les chefs d'État présents à ce sommet de l'OTAN, il y a bien sûr le président français Emmanuel Macron qui est arrivé avec un jour de retard. Et une heure avant que son avion n'atterrisse à Washington, celui qui a provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale et la crise politique actuelle a publié une lettre aux Français. Personne ne l'a emporté dimanche, écrit-il. Il exclut de nommer un Premier ministre issu de la gauche, du Nouveau Front Populaire, le bloc pourtant le plus important à l'Assemblée. Et il espère la constitution d'une coalition au contour particulièrement flou. Un président dans le déni, dit la chef de la CGT, alors que Marine Le Pen dénonce un cirque indigne dans la nouvelle Assemblée. La lettre présidentielle a reçu un accueil glacial, Raphaël Delguel. Les plus durs sont évidemment les exclus. Pour Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, le Front Républicain a bloqué le pays. Nous sommes coincés dans le bourbier que Marine Le Pen avait annoncé si les Français ne donnaient pas une majorité absolue en siège. Chez les Insoumis, on pointe aussi le problème démocratique. Pour Éric Coquerel, le président doit nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire. Vous ne pouvez pas nommer Premier ministre le camp qui a perdu, alors même que nous avons très largement contribué à écarter le danger de l'extrême droite. Je l'appelle à être raisonnable. Emmanuel Macron demande du temps. Il en faudra sûrement pour convaincre les socialistes, toujours arrimés à la France insoumise par le Nouveau Front Populaire, mais aussi la droite qui refuse toute coalition, mais laisse une petite porte ouverte pour éviter le blocage. Le LR, Laurent Wauquiez, tout juste élu président du groupe La Droite Républicaine. Un travail que nous allons mener dans les jours prochains pour élaborer un pacte législatif autour de propositions de loi qui seront mises sur la table à l'Assemblée nationale pour répondre aux problèmes du pays. Pour l'ancienne majorité présidentielle, la coalition, c'est l'unique moyen de sortir de l'impasse. C'est une calvaise. Député Renaissance. On a envie de faire cette coalition. Ils peuvent participer à ce qui est nécessaire pour le pays, cette majorité qui soit solide et plurielle. On en appelle à leur responsabilité. Une coalition aussi large serait inédite sous la Ve République. En cas d'échec, le blocage pourrait toutefois n'être que temporaire, une nouvelle dissolution pouvant intervenir. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D955 en direction de Lorquin, Montbrexange. Bientôt ça. Le président du Sénat indique que rien ne doit se faire avant septembre. Il faut que le gouvernement Attal reste en place jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D955. Radio France Internationale. Un opposant russe reste en prison. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur D955. Disons la justice. Il se confirme la condamnation à 2 ans et demi de prison avec Orlov, avec quand même un coup d'éclat ce matin d'un homme qui n'a pas peur du régime de Vladimir Poutine. Il a comparé le système judiciaire russe à celui de l'Allemagne nazie. RFI Moscou, Anissa Eljabi. Les mots prononcés par Oleg Orlov sur la justice russe témoignent de sa dénesse. Radar fixe à 500 mètres. D'idée de sa volonté de combattre quoi qu'il arrive le pouvoir, de sa virulence. Radar fixe à 300 mètres. Tact malgré la prison, de sa grande culture aussi. Pour mettre en cause le système judiciaire, cette figure de la dissidence a choisi ses mots. Radar fixe à 100 mètres. Avec soin, mesurant en toute conscience leur poids, je cite, ils ont déformé, perverti et finalement réalisé la destruction totale de la justice et de la loi. C'est une citation de l'avocat américain Delford Taylor lors du procès de Nuremberg qui jugeait les principaux responsables nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il a 71 ans. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet de gagner 3 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur 11 ans et qu'il est un symbole, la justice l'avait d'abord condamné en première instance à une amende pour des propos jugés comme discréditant l'armée russe. D'autres se seraient fait discret après cette clémence inédite. Pas Oleg Orlov. 4 mois plus tard, il était condamné à 30 mois derrière les barreaux. Peine confirmée ce jeudi. Anissa Eljabi, Moscou, RFI. Une nouvelle offensive de la Chine dans le détroit de Taïwan. Taïwan
66 avions militaires chinois dans l'espace de 24 heures. Il n'y en avait jamais eu autant en une seule journée. Au Mali, la junte militaire a annoncé suspendre son interdiction des partis politiques décrétée le 10 avril dernier. RFI Midi 7 à Paris, deux joueurs de rugby français présentés aujourd'hui devant la justice argentine. Les deux joueurs du 15 de France actuellement tournés en Amérique du Sud qui sont accusés de viol par une femme. Hugo Radou et Oscar Gégou reconnaissent un rapport sexuel mais nient toute violence. Ce n'est pas ce que dit la victime présumée. Son avocate Natacha Romano parle de violence terrible. Il s'agirait d'un abus sexuel atroce, un rapport sexuel avec violence, avec la participation de 2 personnes. Dans sa plainte, la victime a souligné que Hugo l'a agressé au moins 6 fois et Oscar l'a rejoint une fois. Il y a des preuves irréfutables de l'absence de consentement, notamment sur le corps de la victime. Il existe déjà un mandat pour obtenir l'enregistrement des caméras du dimanche, jour même de l'enlèvement, où elle n'avait plus conscience d'elle-même. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de D104B. Ne connaissait pas la personne qui est entrée dans la pièce. Et cela pourra également être prouvé avec précision grâce aux caméras. Compte tenu des caractéristiques de l'affaire, de l'attente de la production de preuves et du fait que de nombreux éléments doivent encore être ajoutés, il est essentiel que pour le jugement, les 2 rugbyman soient présents. Natacha Romano, on reste en Amérique du Sud, mais pour parler sport, foot avec l'affiche de la finale de la Copa América. La Colombie a éliminé l'Uruguay en demi-finale et jouera contre l'Argentine. En Europe, la finale de l'Euro, ce sera Espagne-Angleterre. Hier soir, les Anglais ont éliminé les Pays-Bas 2-1 avec un but à la dernière minute. Alors, à Londres, on a fait la fête toute la nuit. Correspondance de Sidonie Gauchy. Cette nuit, les rues de Londres ont résonné de joie et de klaxons jusqu'au petit matin. Mais c'est pour la bonne cause, puisque l'Angleterre retrouvera l'Espagne en finale dimanche à Berlin. Les hommes de Gareth Southgate sont venus à bout des Néerlandais hier soir dans le temps additionnel grâce à un but d'Ollie Watkins pour enlever la victoire 2-1. Les Anglais ont arraché leur qualification en toute fin de match, en 8e, en quart et en demi-finale hier soir. C'est vraiment la joie ici, car pour la 2e fois consécutive, les Anglais disputent la finale du championnat d'Europe des nations avec pour objectif de faire mieux qu'en 2021 lorsqu'ils s'étaient inclinés au tir au but face à l'Italie. C'est la première fois que les Three Lions... Dans 600 mètres, prendre la sortie en direction de D104B. Lions disputent une finale en dehors de leurs frontières et ce serait le premier titre européen de leur histoire s'ils gagnaient contre l'Espagne dimanche. Sidonie Gaucher, Londres, RFI. RFI, c'est la fin de ce journal, il est midi 10. Prendre la sortie en direction de D104B. À Paris, dans un instant, les milliards de voisins. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 15h11. Bonjour, je viens chercher ma nouvelle Toyota. Mais bien sûr, madame, tout à fait. En ce moment, repartez rapidement avec votre nouvelle Toyota Yaris hybride à partir de 219 € par mois, entretien inclus. Et bonne route. Toyota Yaris hybride neuve LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 650 € réservé aux particuliers dans le réseau participant, limité aux 600 premières commandes jusqu'au 29 août. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Les 3 infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Brandon Warrett, bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Allez, on part tout de suite à Rouen puisqu'un incendie s'est déclaré ce matin sur la flèche de la cathédrale qui est en ce moment en travaux. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Alors ça y est, l'incendie est désormais terminé, le feu est maîtrisé. Absolument, plus aucune fumée ne se dégage de l'édifice. Les sapeurs-pompiers, le casque sous le bras, descendent un à un par la grande échelle encore accrochée à la cathédrale. Pendant 1h30, les hommes du feu ont combattu les flammes à plus de 120 mètres de haut, au niveau de la flèche en fonte. En fait, c'est ici qu'une immense bâche a pris feu. On voit qu'une partie de celle-ci a brûlé. Depuis 7 ans, la cathédrale est en travaux. Au moment de l'incendie, 4 ouvriers travaillent sur le chantier. À l'aide d'extincteurs, ils essayent de limiter la propagation. Les 103 pompiers dépêchés sur place prennent le relais grâce à d'importants moyens. 1h30, comme je vous l'ai dit, à combattre les flammes avant de conscrire l'incendie. 28 œuvres présentes dans l'église ont été évacuées, protégées par précaution.
et la police judiciaire est ensuite arrivée sur place afin de trouver l'origine du feu. Merci beaucoup Arthur Pereira en direct de Rouen pour RTL. Radar fixe à 1000 mètres. Dans l'actualité également, les tractations et les coups de pression se poursuivent pour tenter de former un gouvernement à gauche, au centre et à droite après la lettre d'Emmanuel. Radar fixe à 500 mètres. Emmanuel Macron adressé aux Français, le chef de l'État demande aux forces politiques républicaines de bâtir une majorité solide et leur laisse le temps pour trouver un compromis. On file sur les routes du Tour, 12e étape. Vivez le Tour de France 2024 sur Radar fixe à 100 mètres. RTL. La grande boucle, c'est toutes les 30 minutes sur RTL avec vous, Nicolas Georgerot. On vous retrouve en direct. Il y a 3 Français en tête. Oui, tout à fait. 3 Français dans cette échappée de 4 coureurs. Il y a Quentin Paché, Valentin Madouas et Anthony Turgis, superbe vainqueur notamment de l'étape de dimanche dernier sur les chemins blancs. Ils sont accompagnés du Norvégien Abrahamsen qui porte le maillot à poids. Alors normalement le maillot à poids il est sur les épaules de Pogačar, mais comme il porte le maillot jaune, c'est le deuxième au classement. C'est Abrahamsen qui est passé en tête des 2 premières difficultés de la journée, la côte d'Autoir, la côte de Rocamadour, puisque les coureurs sont passés tout proche de la cité médiévale de Rocamadour où avait eu lieu notamment le contre-la-montre en 2022, cité et endroit magnifique. Le soleil, la chaleur, 29-30 degrés sur la route du Tour et avec une mi-course qui est franchie puisqu'il reste 98 km à parcourir et les 4 échappés ont environ 1 minute et 40 secondes sur le peloton maillot jaune avec des favoris mais aussi des équipes de sprinters qui vont vouloir s'imposer ici à Villeneuve-sur-Lot aux alentours de 17h15. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. À tout à l'heure pour nous faire vivre cette 12e étape. À chaque instant, retrouvez la radio digitale 100% dédiée à l'euro sur l'appli RTL et RTL.fr avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Votre météo, les orages, 8 départements du sud sont placés en vigilance orange. Les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Lot, l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. Des pluies dans l'après-midi dans le centre de la France. Un temps sec et ensoleillé dans le nord et dans l'extrême sud. Vos températures, eh bien, il fait doux à Brest, 18 degrés. De la chaleur dans le sud, 32 à Toulouse, 33 à Ajaccio et 33 degrés à Nîmes. Vos courses, rendez-vous à 20h15 ce soir à Pornichet-la-Baule. Notre spécialiste Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 12, le 7, le 4, l'As, le 11 et le 2. Et l'outsider de RTL, c'est l'As, Isope du Bocage. RTL bientôt 15h04. L'heure du crime continue avec Jean-Alphonse Richard. Alors, quel est le lien entre l'ingénierie ferroviaire et la mobilité de demain? Ce sont les ingénieurs de la SNCF. Et même plus que ça, c'est bientôt vous. La SNCF recrute les ingénieurs de demain dès aujourd'hui. Postulez sur emploi.sncf.com. Selon RTL L'Anglais Co, aujourd'hui à 10h21. Bonjour, je viens chercher ma nouvelle Toyota. Mais bien sûr, madame, tout à fait. En ce moment, repartez rapidement avec votre nouvelle Toyota Yaris hybride à partir de 219 € par mois, entretien inclus. Et bonne route. Toyota Yaris hybride neuve LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 650 € réservé aux particuliers dans le réseau participant limité aux 600 premières commandes jusqu'au 29 août. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer. Les pourquoi de la conso, Olivier Dauvert. Les produits bio de manière générale n'ont plus la cote. Oui, ils ont... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur N4 en direction de Nancy, Lunéville. Beaucoup moins la cote, c'est une information à laquelle vous n'êtes sans doute pas passé à côté. Les produits bio vivent une très mauvaise passe, après avoir connu pourtant un développement quasiment exponentiel pendant plus de 10 ans. Vous vous souvenez peut-être pendant la période Covid, tout le monde voulait manger mieux, plus sain. On disait même qu'il y aurait un avant et un après de la consommation. Bon, une bonne blague évidemment. Même si près de 9 Français sur 10 achètent du bio aujourd'hui, mais malheureusement seulement de temps en temps, puisque ça ne pèse que 5% de ce que l'on met dans nos assiettes. 90% des Français achètent au moins une fois bio dans l'année, mais ça ne pèse que 5% de l'assiette. Oui, mais c'est peu, mais vous nous avez expliqué, Olivier, dans un précédent pourquoi de la conso, que le bio était forcément plus cher, vu ce mode de production. Donc c'est une explication quand même. Oui, c'est effectivement la raison numéro 1. Elle mange... Au rond-point, prendre N4. Le bio coûte grosso modo... Continuez sur N4 pendant 38 km.
50% plus cher que manger non bio. Et dans le contexte actuel où le budget course des ménages a augmenté de 1000 € par an, oui, je dis bien 1000 € par an, du simple fait de l'inflation, forcément tout ce qui est identifié comme plus cher prend cher, si vous me permettez cette expression familière. Avec des conséquences sérieuses. Oui, si vous, sans vouloir vous abreuver de chiffres, n'en retenez qu'un, 10% des magasins spécialisés bio, je pense à Biocop, La Vie Claire, Naturalia et d'autres enseignes encore, 10% des magasins bio ont mis la clé sous la porte en 2023. Dans les hypermarchés conventionnels qui vendent aussi du bio, 10% des produits bio ont été sortis des rayons faute de vente et il s'en est vendu 10% de moins cette année. C'est une vraie purge du marché du bio. C'est fou ce chiffre de 10%, mais derrière il y a les agriculteurs, j'imagine qu'ils sont impactés aussi. Évidemment, mais c'est bien sûr pour eux que c'est le plus dramatique. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour être certifié bio, un agriculteur a 3 années dites de conversion pendant lesquelles il doit respecter les règles du bio sans que sa production soit encore reconnue comme bio et donc rémunérée comme telle. C'est très contraignant et certains agriculteurs qui se sont convertis il y a 3 ou 4 ans quand le marché était porteur, aujourd'hui se retrouvent face à un marché où leur production a du mal à trouver un débouché et avec des produits qui sont parfois payés à peine plus cher que le conventionnel. Donc c'est dur pour leur morale de faire tous ces efforts et c'est dur pour leur porte-monnaie parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Mais est-ce que le bio vaut son prix au moins? C'est une vaste question. Si vous sous-entendez que le bio c'est du marketing un peu bidon, alors là, comme le pensent 2 Français sur 3, je vous dis absolument pas. Non, le bio c'est pas bidon, c'est très sérieux, c'est codifié, c'est contrôlé. Mais je vous l'ai déjà dit, expliqué, réexpliqué, oui, c'est normal que le bio soit plus cher et c'est bien ça le point de départ de la désaffection actuelle. Leclerc, bonjour. Bonjour. Sachant que l'aire d'un ovale est égal à pi fois a fois b, qui va avoir d'après vous la plus grosse part de pizza ovale Sodebo? Cherchez pas, j'ai déjà tout mangé. Ok, alors sachez que du 9 au 20 juillet chez Leclerc, pour l'achat d'une pizza ovale Sodebo au lardon et chèvre affiné de 200 grammes, la deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible sur les pizzas 3 fromages et jambon fromage. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h07. Naïf. Avant, moi, je croyais que des gars des eaux, c'était des gars qui bossaient dans l'eau. Et puis un jour, je me suis endormi pendant que mon bain coulait. Et là, j'ai appris le vrai sens des mots. Et vous avez aussi appris que la Maïf couvre ce genre de pépins. L'assurance habitation est du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Voir conditions sur maïf.fr. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête Bearing Point Kantar réalisée fin 2023 auprès de 4000 personnes. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec ce matin Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil, Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et Christian Parizeau, économiste et conseiller économique pour Aurel BGC. Bonjour à tous les trois. On a ce mot inquiétude. Ce matin on a tapé dans Google pour chercher des synonymes parce que c'est l'inquiétude chez les patrons, c'est l'inquiétude chez les propriétaires, c'est l'inquiétude du côté des défaillances. On a que des sujets un peu compliqués, Éric Delannoy. Ce matin on voit dans ce que nous dit la Banque de France hier soir que les patrons n'ont jamais été aussi inquiets que depuis la crise énergétique. Ça n'y est pas il y a si longtemps, c'était en 2022. Oui, c'est ça. Et puis en fait, dans toutes les conjonctures, celle de mai 2023 était pareille. Il y avait une inquiétude permanente. Par définition, un entrepreneur est inquiet parce qu'il pense à sa pérennité. Mais quand même, la meilleure expression, c'est celle de François Villeroy de Galhau. Nous sommes en train de vivre un choc d'inquiétude. Et ça, c'est vraiment à regarder de près. François Villeroy de Galhau qui sera notre invité vendredi prochain, pas celui la suite après, à 8h15 après la réunion de Banque Centrale Européenne. J'ai besoin de vous quand même, Christian Parizeau, parce que j'arrive pas à voir dans les défaillances d'entreprise si on est arrivé à un pic et finalement on a eu le pire trimestre ces derniers mois, ou si en fait c'est le début de pire. Alors moi je pense que ça va continuer à se dégrader dans les prochains mois parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une économie qui marche à 2 vitesses. Il y a des secteurs qui vont très très bien, mais il y a des secteurs qui souffrent énormément. D'ailleurs ça se retrouve un peu dans le tissu social derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des secteurs aujourd'hui qui sont en difficulté. Alors tous ceux qui sont liés à la concurrence internationale, tous ceux qui sont plutôt industriels que dans les services. Et on
voit que très clairement, on a aujourd'hui des pressions très fortes sur les petites et moyennes entreprises qui s'accentuent aujourd'hui avec des carnets de commandes qui se vident encore. Et je sais qu'on avait quelques données d'enquête, mais a priori, il y a vraiment un écart entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, la conjoncture pour les petites et moyennes entreprises, ça s'améliore pas vraiment. Donc le choc qu'on prend là actuellement va pas forcément améliorer les choses. Et donc on peut s'attendre avec un peu de retard, mais à une poursuite naturellement de cette remontée des défaillances d'entreprises. En Musicazo, parmi les 16 000, alors là, on a le secteur du bâtiment en plein dedans. Là, c'est dramatique. Ce secteur, très clairement, va se dégrader encore. On le sait, il est majeur. Si on prend la filière au sens strict, plus les métiers associés, on est à entre 2,5 millions et 3 millions de salariés. Le bâtiment souffre tout particulièrement, avec la projection de 150 000 licenciements dans les 2 ans série en effet, s'il n'y a pas un booster, une mesure, non. Et puis un rétablissement des conditions économiques et politiques. Et on va avoir des défaillances, destruction d'entreprises en nombre. Ça s'accélère très clairement. Ça c'est par milliers qu'on les compte déjà en 2023, au premier quadrimestre 2024, et ça va se dégrader. On le sait parce que dans le bâtiment, c'est des mouvements lents. Il y a un carnet de commandes où il n'est pas là, et s'il n'est pas là, l'entreprise, lorsqu'elle n'a plus de trésorerie, on sait où elle va. Donc la situation est très grave. Et deuxièmement, cette destruction de la confiance, le secteur sans doute qui en subit le premier préjudice, c'est l'immobilier, parce que son carburant, c'est la confiance. Plus que la fiscalité, plus que tout ce qu'on veut, les taux d'intérêt, c'est la confiance. Elle n'est plus là chez les ménages, elle n'est plus là chez les investisseurs, et elle n'est plus là chez les patrons, c'est clair. On arrive en fin de saison, on n'a toujours pas réussi à faire un sommaire correct, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de raison de faire un sommaire. Dans un instant, on en reparle de ces défaillances d'entreprises, de l'inquiétude des patrons. Vous réécouterez Antoine Fouché, le président de Quintet de Conseil, notamment sur les questions de travail. Est-ce que c'est la grande revanche du social? À tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. 8h40 sur BFM Business et sur RMC Découverte, le débrief avec Éric Delannoy, Henri Buzicazo, Christian Parizeau. On a eu les chiffres hier soir des défaillances d'entreprises, les chiffres d'Altares. Léo Dumas, vous allez nous les redonner dans le détail. C'est un des trimestres les plus lourds de l'histoire. Et oui, puisque la barre des 16 000 défaillances sur un deuxième trimestre est franchie pour la 4e fois seulement. Si on les regarde depuis 2020, on voit très clairement l'accélération du phénomène. Moins de 6 000 défauts il y a 4 ans, 10 000 en 2022 et donc maintenant 16 371 précisément. Une bonne nouvelle toutefois, la hausse des sinistres ralentit, plus 23% sur un an à la fin du mois de juin. C'était 2 fois plus rapide il y a 2 ans. Malgré tout, près de 70 000 emplois sont menacés à l'issue de ce deuxième trimestre, et parmi les raisons, il y a cette fois la mauvaise conjoncture qui pèse particulièrement sur les entreprises endettées. En plus de ça, on observe toujours le réajustement post-Covid. Certaines entreprises qui ont survécu grâce aux aides de l'État continuent d'être rattrapées par le train des faillites, même si ce phénomène touche à sa fin selon Altares. Bon, alors c'est pas une surprise, mais quand on regarde dans le détail des secteurs, pour le bâtiment c'est très compliqué. Oui, c'est le secteur le plus en difficulté, de la maçonnerie aux agences immobilières. Presque toutes ces activités sont frappées. Sa fédération parle de 25 000 emplois déjà supprimés au premier trimestre, et elle prévient que ce sera 150 000 d'ici à 2025, sans plan de relance pour la construction. Parmi les autres activités mal orientées, on recense l'agriculture, le commerce de détail, mais aussi plusieurs services B2B, l'informatique, le nettoyage des bâtiments ou encore la sécurité privée, qui connaissent tous une accélération des défaillances supérieure à la moyenne. Tout le monde, comme dirait Éric Delannoy. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises sont de plus en plus grosses. C'est-à-dire qu'on voit des ETI quand même désormais qui sont en situation difficile. C'est pas nouveau, c'est pas une surprise, mais ça s'aggrave quand même, Éric Delannoy. Ce qui est d'autant plus ennuyeux dans cette histoire-là, c'est que, et on l'a noté depuis longtemps, il y a cette polarisation entre des grandes entreprises qui se portent de manière insolemment bien et des PME ETI qui commencent à se comporter mal. Pourquoi? Parce que elles sont souvent captives de marché, quand les unes peuvent répercuter leurs coûts dans les prix, quand les autres n'ont pas la possibilité de répercuter les coûts dans les prix. Et donc à ce titre-là, les marges s'écrasent et les défaillances viennent. Il y a aussi le fait que la Banque de France, qu'on avait parlé il y a quand même pas mal de temps, 40% des entreprises, elle estimait que 40% des entreprises étaient incapables de rembourser leur PGE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit bien que la santé des entreprises est très fragile. C'est une bonne nouvelle parce que quand on parle de défaillance, on ne parle pas de faillite. On parle de redressement
redressement judiciaire. Et donc il y a des capacités potentiellement d'apurer des passifs ou des bilans de manière à repartir sur des basses scènes. Donc c'est l'État qui va prendre en charge une partie de ce coût-là, et il y aura des entreprises qui vont se relancer quand on aura fait le tri entre celles qui devaient mourir et qui ont été sous perfusion pendant le Covid, il y en a de moins en moins, et celles qui étaient écrasées par une dette trop lourde et qui vont être apurées par les procédures de redressement. Christian Parizeau, on n'est plus dans l'après-Covid où on rattrape les entreprises zombies, c'est plus ça, hein, c'est fini. Alors, oui, c'est un peu, quand on regarde dans le détail ces chiffres, ils sont quand même compliqués parce que d'un côté, pour certains secteurs, on est à peine au niveau de 2019, donc on est dans une sorte de faillite un peu classique des entreprises qui meurent assez naturellement et on sort naturellement de ces aides post-Covid et donc on revient vers des rythmes importants, normaux, on va dire, entre guillemets, de défaillance. Et puis de l'autre, on a des secteurs qui souffrent énormément, où là, on a véritablement une explosion des faillites. Alors, on parlera de la construction, par exemple, on parlera de tout ce qui est vente immobilière, hein, qui souffre énormément et où là, on a des défaillances importantes. On parlera surtout de secteurs de quelques activités de biens intermédiaires, de biens d'investissement. Donc, on voit que l'industrie souffre énormément en France actuellement. Et ça est un élément qu'on parle peut-être pas assez, parce qu'on en parle peut-être plus du côté de l'Allemagne, mais on a encore le contre-coup de la hausse du prix de l'énergie. Qu'on le veuille ou non, il y a encore beaucoup d'entreprises qui souffrent énormément, ont des contrats à long terme, qui ont perdu clairement en compétitivité. Alors la France est un peu moins sensible parce que l'Allemagne souffre énormément par son secteur chimique. En France, on a une activité qui est un peu moins sensible, c'est tout ce qui est chimie de parfum, produits de luxe, hein, qui est un peu estimé comme des produits de luxe. Donc eux, le choc énergétique est moins violent, mais la partie chimie qui dépend véritablement de la hausse des coûts de production aujourd'hui n'est plus compétitive au niveau international et l'Allemagne en souffre, mais la France aussi indirectement par ses activités. Donc ce qui me fait dire que de plus en plus, il va faire très attention quand on étudie l'économie. Faut pas regarder les chiffres en moyenne. Va falloir de plus en plus descendre au niveau sectoriel. Et ça, c'est un chiffre, et ça, on le voit dans tout, dans les revenus des ménages, dans l'activité économique, dans ces secteurs. Et on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des signaux qui sont très sectoriels, mais qui montre véritablement un retournement de conjoncture qui est là, et surtout qui montre qu'il n'y a pas eu tant d'amélioration de ça au début d'année. Au début d'année, on a eu des enquêtes qui se sont un petit peu améliorées, on a eu des indicateurs de conjoncture un peu meilleurs, mais ça c'est masqué par le fait que on a des secteurs qui vont très très bien, et on va avoir encore des secteurs qui vont bien se comporter avec les JO, dans les services, etc. Mais on verra ensuite. Et d'autres secteurs par contre qui depuis longtemps ne sont pas vraiment repartis comme on l'espérait. Juste avant de donner la parole à Henri pour un focus sur l'immobilier, cette question de la dichotomie désormais entre les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est aussi parfois ce qui alimente le vote extrême, ce sentiment. On n'arrive pas à faire émerger un tissu. On avait une émission il y a 15 ans sur l'antenne qui s'appelait Plus grand, plus fort, pour faire grandir les ETI. On n'y arrive pas en France. Alors c'est d'autant plus renforcé qu'on a une période de désinflation. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si j'ai moins d'inflation, c'est que j'ai des entreprises qui n'ont pas la capacité à relever les prix. Et donc, forcément, quand on a une période de désinflation, on a toujours des grandes entreprises qui veulent maintenir leurs marges, qui peuvent plus remonter leur prix de vente, mais qui font souffrir forcément leurs sous-traitants. Et donc, là, très clairement, on sort de la période où on avait eu des périodes importantes sur les chaînes d'approvisionnement. Alors là, quand on était sur les périodes on faisait en sorte que son sous-traitant ne fasse pas faillite. Mais maintenant qu'on a de nouveau les chaînes d'approvisionnement qui se normalisent, on a des grands groupes qui sauvent leurs marges et donc qui mettent la pression sur les petites et moyennes entreprises. Et c'est pas étonnant, il faut pas se leurrer, la désinflation a un coût. C'est-à-dire que l'inflation a un coût pour le consommateur, mais la désinflation c'est bien pour le consommateur, mais c'est pas bon pour les entreprises parce que mécaniquement ça se paye par des baisses de marge. Et forcément, comme vous êtes dans une guerre un peu économique, ce sont les plus faibles qui payent plus la facture que les plus forts. On était ce matin, Henri Bucchi-Zigazo, avec le représentant des propriétaires. On était avec un des acteurs du secteur qui nous disait à quel point là, dans les prochains mois, si jamais c'est le programme NFP qui passe sur les questions d'immobilier, alors là on est tout pro-locataire, ça va pas s'arranger et que le secteur du logement n'a aucune marge de manœuvre dans les prochaines semaines. Bon, un petit mot économique déjà, la filière de l'immobilier et du logement, elle échappe parce que ce que vous venez de décrire, c'est cette dichotomie entre les grandes entreprises et les autres. On a une photographie qui correspond, vous savez, à ce que La Fontaine disait dans les animaux malades de la peste, toutes ne mouraient pas, mais toutes étaient atteintes. Les plus gros promoteurs sont sous plan sociaux,
commerciaux, les plus petits licencient. Je sais pas si c'est plus rassurant, Henri. Non, c'est pas plus rassurant. Voilà, et aussi parce que les raisons sont pour certaines très anciennes, pour d'autres très conjoncturelles, l'inflation. Mais le résultat, c'est que toutes les entreprises souffrent, avec quand même un rythme de destruction sur la seule partie bâtiment qui est de près de 1500 entreprises par mois. Aujourd'hui, par mois, avec un potentiel d'entreprise de l'ordre de 600 000. Donc, et c'est l'appareil de production qui est en train de se détruire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça veut dire que pour les années qui viennent, on est en train de perdre les compétences pour construire des logements, pour les entretenir, pour les commercialiser. Et j'ajoute un petit mot, on parle de destruction d'emplois salariés. Il y a beaucoup d'indépendants, et vous l'avez cité à juste titre, dans la filière pour la commercialisation, ce sont des agents commerciaux. On en a perdu près de 20 000 au cours des 18 mois passés. Alors c'est pas dans les statistiques de France Travail, ils sont sous les radars. Et je pense qu'il faut quand même les citer aussi. Ils changent de secteur, ils sont perdus pour ce secteur. Alors sur la question des mesures et des peurs, des psychoses, et si c'est des mesures inspirées par la France Insoumise, si c'est des mesures inspirées par d'autres blocs, bon, déjà il va falloir les passer au tamis de l'acceptabilité budgétaire, un certain nombre de ces mesures-là. On sait que les finances publiques ne vont pas permettre toute chose. Il est certain que le bloc de gauche va inspirer la politique future, c'est inévitable, c'est comme ça, les Français l'ont souhaité. Bon, moi je pense que il va falloir discuter aussi avec des partis avec lesquels les lobbies n'avaient pas d'habitude de discussion. Est-ce qu'on parlait beaucoup de politique du logement entre promoteurs, agents immobiliers et représentants de la France Insoumise? Non, je ne le crois pas. Donc il va falloir parler avec eux et leur faire prendre conscience que certaines mesures, oui, sont à haut risque. Si on encadre les loyers partout, si on supprime la loi... du budget, Voilà, là c'est pas des questions de budget. Si sont des mesures civiles. Sur le squat, c'est pas si vous payez pas vos loyers, vous pouvez pas sortir. Si la loi Casbarian, qui elle-même était venue après d'autres lois et qui permettait de récupérer plus facilement un logement face à un squatteur ou à quelqu'un qui a des difficultés à payer, si on met ça en œuvre, évidemment, il y aura une psychose parmi les propriétaires, il y aura plus d'investissement, etc., etc. Donc il va falloir tempérer. Oui, il y a des mesures qui sont à haut risque, il va falloir que ceux qui les inspirent le réalisent. Et puis il y a des bonnes mesures aussi. Vous savez, la France Insoumise, elle est pour la généralisation du prêt à taux zéro, et qu'on remette à l'intérieur la maison individuelle. Ben ça, c'est excellent. Voilà, faut le dire très clairement. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'accord de gouvernement en vue, donc on ne peut pas savoir si ça sera telle mesure ou telle mesure. Peut-être qu'il y a un gagnant dans cette séquence. En tout cas, c'est le pari d'Antoine Fouché, le président de Quintet, qui pense que c'est le social qui a gagné dans cette séquence. Il nous expliquait il y a 20 grosses minutes à quel point il fallait que le travail soit libéré de toutes ces contraintes pour à nouveau payer correctement. On l'écoute. On a trop chargé le travail et on est obligé de réagir par rapport à ça. En moyenne, en France, quand on garde 100 € en travaillant, on n'en garde que 54. Et donc, pour le même travail, avec les mêmes horaires, les mêmes conditions, le même salaire, le même coût pour l'employeur, si on n'en gardait pas 54, mais 60, comme dans les années 90, ou 65, 70, comme dans les années 70, ça respirerait plus. Et c'est là où il faut faire un compromis social ou un nouveau contrat social. Et il y a 4 sources de revenus possibles qu'on peut aller chercher. Il y a les investissements, parce que quand vous gagnez 100 € en investissant, vous en gardez 70, pas 54, 70. Il y a les retraites. Quand vous gagnez 100 € en retraite, vous en gardez 86. Et puis il y a une troisième source qui est l'héritage. Quand vous touchez 100 € en héritant, vous en gardez 94. Vous pouvez écouter sur l'application BFM Business Antoine Fouché en intégralité, qui est notre invité, à 8h15. Éric Delannoy, ça a l'air simple comme ça, mais il faut changer tout le contrat social. Oui, il faut changer le contrat social. Et puis Antoine Fouché pointe quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait le pari de donner l'argent aux vieux au détriment des jeunes. Oui. Donc, et ça, on peut pas le dire quand on fait campagne, en fait. Mais oui, mais on peut pas le dire. Et puis ensuite, ça va pas dans le bon sens d'aller vers la retraite à 60 ans. Donc on a des programmes aujourd'hui de ceux qui font, de mon point de vue, le désordre, qui va exactement dans le sens inverse qu'évoque Antoine Fouché. Donc quand on regarde ça, de toute façon, on va pas vers le beau. Et en plus, quand on regarde l'autre vecteur, que ce soit l'investissement ou les successions, il n'y a pas de consensus en France pour revoir la fiscalité sur la succession. Donc on est sur quelque part une impossibilité
de politique économique pour pouvoir y arriver. Moi, je pense que c'est pas tellement le social qui a gagné, c'est le sociétal qui a gagné. C'est-à-dire qu'en gros, oui, de toute façon, si on ne veut pas que le Rassemblement national ce soit juste reculer pour mieux sauter, arrive dans 3 ans, il faudra faire en sorte de répondre aux besoins des Français. Et le besoin des Français, c'est la reconnaissance, un travail qui paye mieux, travailler sur le mal travail et faire en sorte de répondre aux questions d'immigration, de sécurité, etc. Donc on parle de sociétal. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans le monde politique, il y a une personne qui travaille de manière sérieuse sur ces sujets-là et qui réfléchit, c'est François Ruffin. Étonnamment, François Ruffin. Et c'est une très bonne nouvelle qu'il rompe avec le dogmatisme de LFI. Christian Parizeau, je vais poser une question qui mériterait 3 heures et je vais vous laisser 1 minute 30 pour y répondre. Mais est-ce qu'on peut faire s'appuyer le modèle social français sur autre chose que le travail ? Alors, de toute façon, le travail, ça reste le cœur de tout, des revenus. La vraie question, il y a 2 choses. C'est est-ce qu'on peut augmenter le pouvoir d'achat des ménages ? La réponse est que ça sera que par le travail et des gains de productivité. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Après, la formation quand même. Oui, la formation, mais la formation fait partie des gains de productivité. Après, ça, voilà, si vous êtes bien formé, vous êtes mieux productif. Et la baisse du prix du logement. Il y a 1 minute, arrêtez, il y a 1 minute. Soit on a ça, soit on remet en cause notre système social, ce qui est aussi un moyen. Alors c'est ce qui a été dit là précédemment, c'est-à-dire que si éventuellement on augmente le salaire net, éventuellement, mais ça veut dire qu'on refond tout le système social. Or aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est je veux plus de protection, je veux un meilleur système social et je veux partir à la retraite plus tôt. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, je pense, dans la population évolué suffisamment. On veut moins travailler, avoir plus d'argent et une meilleure protection sociale. Donc là, on sent que et moi, ma grosse crainte, c'est qu'à tout vouloir, on fasse tout exploser à terme, puisque tout ça aujourd'hui, on le finance qu'à crédit, faut le rappeler. Toute notre protection sociale, on le finance qu'à crédit, et le jour où on paiera très cher ce crédit, là, à ce moment-là, on s'apercevra que tout n'est pas tenable. Donc, attention à ne pas vouloir tout jouer et derrière avoir finalement une crise qui met tout en cause. Merci beaucoup tous les 3 d'être venus ce matin dans Good Morning Business. Tu préfères King chez Burger King, c'est un cadeau au choix pour les enfants ou les parents. Le baby-foot plutôt que les places pour le match. Dommage que ce soit les enfants qui décident. Un jeu 100% gagnant de retour dans les menus enfants. Voir les dates, lots et modalités de participation sur tupreferking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Burger King. Rendez-vous dans votre Burger King, Nantes Paridi. Pour votre santé, évitez de grignoter. Selon France Info Sport, le Flash, aujourd'hui à 7h39. France Info. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Donc on est sur un National 4, tiens il y a une Porsche en face de nous. On est sur un National 4. On se dirige vers Nancy. On est à la hauteur de Lunéville. À la hauteur de l'aire de Vitry.
Restez sur la file de gauche pour continuer sur A33. Restez sur la file de gauche pour continuer sur A33. Là, nous sommes à la hauteur de la D400, Dombasle, Varange. Continuez sur A33 pendant 9 km.
file de gauche pour continuer sur A33. Restez sur la file de gauche pour continuer sur A33. Continuez sur A33 pendant 7 km. Là, c'est le A33 et le prolongement de la nationale 4. km, prendre la sortie A330 en direction des E23, A31.
Prendre la sortie A330 en direction de E23, A31. Prendre la sortie A330. Continuez sur A330 pendant 2 km. hauteur de Vendôme. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 300 mètres.
Radar mobile à 100 mètres. Dans 3 km, prendre la sortie 1 vers Nancy à ouest, Laxou. Dans 600 mètres, prendre la sortie 1 vers Nancy à ouest, Laxou. Là, on va prendre la A31. Prendre la sortie 1, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle A31. Sommes à hauteur de l'axe. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle A31. Continuez pendant 132 km. On arrive sur la A31.